Ce projet de budget 2024 est la première marche vers le désendettement, c'est ce que nous a dit Bruno Le Maire. Ça fait sourire Jean-Marc Vittori. J'ai même pas le temps de faire mon lancement, c'est vrai que ça vous fait ricaner. Non mais c'est vrai que... Sourire. Oui, ce qui n'est pas la même chose. Un gouvernement qui veut tout à la fois, si j'ai bien compris, réduire les impôts, les déficits, la dette, tout en finançant toutes les dépenses nouvelles, la transition écologique, la santé et j'en oublie. Pour vous, il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette équation? Jean-Marc Vittori des Échos, bien sûr. Faut-il le présenter? Bonjour David, bonjour tout le monde. S'il y avait 5 ou 6% de croissance, il n'y aurait pas de problème. On pourrait sans doute financer des baisses d'impôts, des hausses de dépenses et un petit bout de désendettement. Mais clairement, on ne va pas avoir 5 ou 6% de croissance l'an prochain ni les années suivantes. Et donc, c'est impossible de faire tout à la fois. C'est pas très compliqué de comprendre. La croissance, elle engendre des recettes supplémentaires. Si on n'a pas de recettes supplémentaires, il faut faire des choix. Et clairement, l'ère des choix, elle n'est pas encore tout à fait dans la tête de nos gouvernants, qui nous annoncent des baisses sensibles de dépenses. Mais en fait, les baisses sensibles de dépenses, c'est des dépenses qu'ils avaient augmentées il y a 1 ou 2 ans. Pour une excellente raison, c'était pour lutter contre les effets récessifs induits par la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les fameux boucliers tarifaires sur l'énergie. Les boucliers tarifaires sont débranchés. Qui ont coûté des dizaines de milliards d'euros, donc on les débranche. Donc l'essentiel des économies que vante le gouvernement pour l'an prochain, pratiquement tout, quand vous regardez dans le détail, c'est uniquement le débranchement des boucliers tarifaires. Donc on ne va pas économiser beaucoup d'argent. Voilà. Mais on a un président et un gouvernement et un ministre de l'économie qui répètent à tue-tête régulièrement que les impôts n'augmenteront pas pour les Français. Vous êtes convaincu, vous, au contraire, que tout ça finira à un moment ou à un autre, et la datation est importante, même si personne ne le sait. Mais sérieusement, pourquoi douter de la parole présidentielle? Il a tenu bon jusqu'à présent, le président, sur le fait de ne pas augmenter les impôts. L'un des intérêts de l'économie, c'est que ça oblige à boucler les raisonnements. En politique, vous pouvez toujours dire on va faire des trucs extraordinaires, on va faire un lob, on va passer par-dessus les événements, tout ça. En économie, vous savez qu'il y a un moment où ça ne devient plus possible. Et là, quand vous regardez, franchement, objectivement, les éléments, que va-t-on pouvoir faire? La première hypothèse, c'est que donc on réduise les dépenses de manière sensible pour parvenir, certaines dépenses pour parvenir à en financer d'autres. On connaît le montant, c'est 12 milliards d'euros chaque année pour atteindre les 2,7% de déficit public en 2027. Voilà. Mais il va y avoir d'autres dépenses à financer. On sait qu'il va falloir financer des dépenses militaires plus importantes, sauf si vous me dites les yeux dans les yeux que non, dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait se passer d'une armée française. On sait aussi qu'il va falloir dépenser beaucoup plus pour la transition énergétique ça a commencé cette année. Et écologique. Ça commence, mais c'est epsilonesque par rapport à ce qu'il va falloir faire. Vous avez vu dans le rapport Mahfouz-Pisani-Ferry, qui a été publié il y a quelques mois, il y a un ordre de grandeur qui est tout à fait clair. Il faut 60 à 70 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. Pas public. Par an. Et en gros, la moitié de public. Ça, voilà. En très gros. Donc vous divisez 60 à 70 par 2, ça fait combien aujourd'hui? Ça fait une bonne trentaine de milliards de dépenses supplémentaires. Supplémentaires. Là, on a fait 7 milliards. Voilà. Oui, voilà. 7, pour 2024. 7 par rapport à 30, ça fait le quart de ce qu'il va falloir faire. Donc il va encore falloir faire les 3 quarts, il va falloir 3 fois ce qui est prévu pour l'an prochain. Dans les prochaines années, il faudrait le faire dès maintenant si on voulait tenir l'objectif qu'on s'est assigné. Donc plus de dépenses publiques de prévues. Donc plus de dépenses publiques. Est-ce qu'on va faire plus de dettes? Il faut voir que la position de la France en matière de dette s'est dégradée de manière tout à fait substantielle. Je ne parle pas dans l'absolu, je regarde par rapport à nos voisins, aux autres pays européens. Et pas seulement l'Allemagne qui est le meilleur élève. Et pas seulement l'Allemagne. Il y a 10 ans, il y avait 7 pays qui avaient une dette publique rapportée au PIB supérieure à celle de la France. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2, l'Italie et la Grèce. Pourquoi? Parce que les autres ont fait des efforts que nous n'avons pas faits. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à emprunter sans problème sur les marchés financiers? Tant qu'on restera dans la roue, sous le parapluie allemand. Tant que les investisseurs continueront de croire que la France et l'Allemagne en a un petit peu moins bien, il y aura pas de problème. Ça peut durer. Ça peut durer, mais l'expérience prouve aussi que quand ça change très brutalement. Quand vous regardez ce qui s'est passé pour la Grèce en 2010, suite à l'annonce
d'un déficit budgétaire qui était en réalité sensiblement plus fort que ce qui avait été annoncé. Hein. C'est ça qui a provoqué la crise grecque. Quand les investisseurs... Des comptes qui étaient maquillés aussi. Hein. Oui, mais quand les investisseurs... On peut soutenir que sur un certain nombre de points en France, les comptes sont maquillés, pas à la grecque, mais on a même un certain nombre de cache-misère dans la façon de présenter les comptes, malgré toutes les instances de vigilance. Donc revenons à la Grèce. Quand les investisseurs ont vraiment compris qu'il y avait un gros problème sur la Grèce, en quelques jours, ça a basculé complètement. Les économistes parlent d'équilibre multiple. Hein. On a un équilibre donné qui paraît tenir, et puis il y a un petit quelque chose qui change dans cet équilibre, une petite force, un petit poids qui se déplace, et à ce moment-là, blang, on bascule dans un équilibre complètement différent, où les investisseurs qui achetaient régulièrement du titre de la dette en considérant qu'il n'y avait pas de problème, considèrent que finalement, oui, il y a un problème, et donc ils en achètent du jour au lendemain beaucoup moins, et donc ça devient ça devient à ce moment-là très compliqué. Donc le raisonnement, je recherche le raisonnement qui nous conduit à des hausses inéluctables. Des dépenses publiques supplémentaires, on n'arrive pas à faire des économies, on ne peut pas tirer sur les déficits. Sur les économies, hein, pourquoi on ne réussirait pas à le faire? On avait hier à votre place Agnès Verdier-Molinier qui nous disait c'est pas bien compliqué de faire des économies en France. Non, mais au pays on sait pas faire ou on peut pas faire. Au pays des bisounours ou sur le papier, c'est assez facile. Dans la pratique, c'est extrêmement compliqué. Parce que... on ne veut pas, on ne sait pas. D'abord, on a une mécanique parlementaire qui est inadaptée. Dans les autres grandes démocraties, on a un Parlement qui a les moyens d'évaluer sérieusement les comptes publics. En France, c'est très limité. Il n'y a pas d'expertise propre, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, elle a été créée au départ, il y a plusieurs siècles, pour contrôler les comptes du roi. Hein. Donc c'est vraiment dans les gènes du système législatif que de contrôler les comptes publics. Mais pour contrôler les comptes publics, il faut avoir des moyens. Vous voyez que même les députés, quand ils essaient d'avoir des chiffres à Bercy, la première chose qu'on leur dit, c'est trop compliqué à voir, on ne peut pas vous donner ces chiffres, on leur sert pas l'argument de la confidentialité, mais on n'en est pas loin parfois. Et donc les députés ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas expertiser sérieusement la dépense publique. Donc, c'est le premier point. Mais le deuxième, je pense aussi qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. On a une dépense publique qui est très élevée en France parce qu'on a un système qui est très compliqué, avec beaucoup d'étages, et donc c'est compliqué de tout remettre à plat. De mieux organiser les choses. On a aussi fait le choix d'avoir des dépenses sociales publiques qui sont extrêmement souhaitées par les Français, extrêmement importantes. C'est un choix collectif. Hein. Je pense que c'est pas quelques gouvernants qui ont décidé ça dans un coin, ou le Conseil national de la résistance qui a décrété ça. Je pense que ça correspond à des préférences collectives très très fortes des Français. Donc ça, c'est très difficile d'expliquer aux Français qu'ils ont des préférences collectives et qu'on en a tenu compte et qu'on ne va plus en tenir compte. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a des raisons qui sont plus profondes. Je pense que l'État en France joue une place dans l'identité nationale qu'il ne joue pas dans les autres pays. L'Allemagne s'est construite autour de l'idée de nation, par exemple. L'Angleterre, elle a encore une autre histoire, le Royaume-Uni et l'Italie ont d'autres histoires de constitution de l'identité nationale. L'État n'est pas au centre, on le voit bien évidemment en Italie. Là, en France, on s'est construit autour de l'État. Donc quand on touche aux dépenses de l'État, on touche un peu à l'identité nationale. Et pour moi, c'est une des raisons très profondes qui fait qu'il est très très difficile en France de toucher à la dépense. Donc, l'endettement, ça va être compliqué de faire beaucoup plus. Hein. On est dans des zones dangereuses. Hein. On a déjà, en plus, avec les taux d'intérêt qui montent, une charge de la dette qui devient tout à fait massive, ce qui va devenir très bientôt le premier poste de dépenses budgétaires de l'État. Ça va être rembourser la dette et honorer les intérêts. Donc la dette, il va falloir tout de même qu'on se calme un petit peu. Les dépenses, on ne va pas réussir à les baisser dans leur ensemble et certaines vont devoir être augmentées. Et on n'a pas de croissance. Et donc, comment est-ce qu'on va financer tout ça ? Je n'ai jamais entendu ni le président de la République, ni sa première ministre, ni le ministre de l'économie raisonner simplement en mettant les différents moyens de financer les dépenses publiques. Et quand on essaie de boucler le raisonnement, on se rend compte qu'il y a un seul levier possible, qui est l'augmentation d'impôts. Alors, il y a une résistance très forte, on pourrait presque dire héroïque, acharnée, dos au mur du gouvernement, en particulier
particulier de Bruno Le Maire. Certains pourront qualifier cette posture de courageuse en disant on n'augmentera pas les impôts, parce que quand on va à l'Assemblée nationale, chaque matin, il y a un député qui a une idée d'une nouvelle taxe, d'un nouvel impôt, d'une nouvelle redevance à l'Assemblée nationale. Ils sont très très allants sur la question. Le gouvernement est à fond sur le pied du frein là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, il tient bon. Il n'y a pas eu de hausse de taxes sur les billets d'avion, sur l'alcool, non, mais on arrête de baisser les impôts. On ne les augmente pas encore, mais on arrête de les baisser. Ça, c'est vrai. Voilà. Notamment pour les ménages. Pour les ménages. 2025, si possible. Voilà, pour la réduction d'impôts qui doit cibler en principe les classes moyennes, pour les ménages et pour les entreprises, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est l'un des innombrables impôts que payent les sociétés. Et ben ça devait être supprimé dès l'an prochain. Ça sera étalé. Et ça sera étalé. Donc le virage fiscal. Horizon 2027. Donc on n'augmente pas encore les impôts, mais déjà on arrête. Donc il y a une inflexion. On arrête de les baisser. C'est un signal faible dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Et donc on peut dater ça, au moment auquel le président sera au pied du mur et devra... Non, ça c'est quand il aura vraiment... Attends, j'ai une solution. Non, il y a une solution. Il peut s'asseoir sur ses engagements présidentiels, enfin vis-à-vis de nos partenaires européens, de respecter cette trajectoire et de finalement ne pas passer sous les 3% d'ici 2027. Ça, c'est une solution qui boucle l'équation. Mais à ce moment-là, ça veut dire plus de dette. Ah oui, on revient toujours à la question de la dette à ce moment-là. Je suis désolé, il y a augmenter la dette, baisser la dépense publique, augmenter les impôts, fabriquer plus de croissance. Il n'y a que 4... voilà, vous pouvez retourner le truc dans tous les sens. Il peut y avoir une bonne surprise sur la croissance, après aussi... Oui, mais enfin, la prévision de croissance du gouvernement est supérieure à celle de tous les instituts privés. Ils ne se sont pas trompés cette année, le gouvernement. Oui, mais enfin... Au final, ils avaient dit on ferait 1%, personne n'y croyait, tout le monde ricanait, et on va bien faire 1%. Il y a l'Institut Rexecode qui a fait un travail sur 23 ans que je vous invite à consulter. Le gouvernement était trop optimiste dans 18 des 23 années. Bon. Donc en moyenne, le gouvernement est trop optimiste sur la prévision de croissance. Les hausses d'impôts alors Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi ça me paraît inéluctable, mais je ne sais pas quand. Et il y a un parallèle, un précédent qui est frappant, où on a eu un président de la République, là c'était vraiment le président de la République qui portait ça avec beaucoup de force, il a dit plein de fois, et vous allez vous en souvenir quand je vais vous dire la phrase qu'il a dit plein de fois, il a dit « Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts, virgule, moi ». C'est qui ? Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Il a été élu en 2007 sur un programme de baisse d'impôts, il devait baisser massivement 3 impôts, puis finalement quand il arrive au pouvoir, il s'est rendu compte que ce n'était pas si facile de les baisser autant que prévu, notamment les intérêts sur les emprunts immobiliers qui devaient s'appliquer à l'ensemble des ménages. Puis il a dit « Ah ben non, c'est seulement pour les nouveaux ». Excusez, ça fait 20 milliards qui se baladent. Il s'est rendu compte que ce n'était pas si facile, mais ensuite donc 2008, la grande crise financière, les comptes publics qui partent dans le décor, c'est normal quand il y a une crise. 2009, la récession. Ensuite... crise subprime, puis crise des dettes souveraines. Non, crise de la zone euro. Ouais. Et donc là, il n'y a plus le choix. Au bout de 3-4 ans, il n'y a plus le choix. On est en 2011. On est en 2011. Nicolas Sarkozy augmente massivement les impôts, alors que depuis 4 ans, il disait « Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts, virgule, moi, j'insiste ». Donc l'histoire va se répéter. Et donc, voilà, on peut avoir une posture très forte, mais si on ne s'attaque pas sérieusement à la dépense publique, et en France, depuis les années 1930, on peut dire, personne ne s'est attaqué sérieusement à la dépense publique, sauf le général de Gaulle en 1958, quand il est arrivé au pouvoir pendant une période tout à fait exceptionnelle. Donc personne ne s'est attaqué sérieusement à la dépense publique. Donc il y a un moment, il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter les impôts. Oui, enfin on est champion d'Europe des impôts et des cotisations sociales. Vous vous rappelez ce chiffre, 52,7% du PIB selon le FMI en 2023. Voilà. Oui. Et pourquoi ? Encore une fois, parce que ça correspond à des choix collectifs, ça correspond à des préférences des Français, et ça correspond aussi à une manière de gouverner, un système politique qui peut très difficilement agir autrement. Donc c'est inéluctable, mais on ne sait pas quand, et puis on ne sait pas qui va payer l'addition. Vous savez, il y a un vieil adage des économistes qui est « say what, say when, but never say both ». Dites quoi, dites quand, mais ne dites jamais les deux. Donc dites quoi, il va y avoir des hausses d'impôts. Dites quand, je ne sais pas encore. Et ensuite, évidemment, il y a la question du partage de ces impôts. Donc ça, c'est une autre question. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à se poser la question, parce que généralement,
Quand on regarde, depuis 3 mois, on a une séquence extraordinaire du gouvernement où il agit que le dos au mur à la dernière minute et en faisant n'importe quoi. On voit que ça a été le cas pour les carburants avec l'histoire des ventes à perte. Oui. On sait que ça va venir aussi vraisemblablement sur l'immobilier. Vous allez peut-être en reparler dans un instant. On a un gouvernement qui n'agit que dos au mur. Sur la question des impôts, on sait que ça va venir. Il faudrait peut-être réfléchir à quels impôts augmenter plutôt que de le faire à la dernière minute en faisant n'importe quoi. De se dire, voilà, il va falloir repenser la fiscalité en France. Il n'est peut-être pas trop tôt pour commencer à le faire, pour commencer à en débattre, parce que la fiscalité, c'est quelque chose d'éminemment politique, donc ça doit être débattu dans le pays. Ça veut dire se déduire, ça veut dire revenir sur une parole aussi. C'est là où c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais encore une fois, je pense que le test de la réalité sera inévitable. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.